Eh bien, bonjour à tous. Nous allons présenter assez succinctement en quelques minutes les journées qui vont suivre et les idées rectrices qui nous ont conduits à proposer et à organiser ce colloque autour de l'histoire des idées, discipline à laquelle il manque en France un statut académique et institutionnel, en tout cas à l'université, mais dont plusieurs figures ont trouvé refuge justement ici au Collège de France à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, plusieurs anciens professeurs du Collège de France figurent parmi les historiens des idées qui seront évoqués pendant ces 3 journées. Paul Hazard, Étienne Gilson, Michel Foucault. Tous 3 figures très hétéroclites si on les juxtapose les unes à côté des autres, mais qui peuvent se rattacher, bon gré mal gré, à cette vague discipline qui s'appellerait l'histoire des idées. Toutefois, il nous semble que même si nous avons choisi de mettre l'accent sur des figures individuelles, développant chaque fois une œuvre propre qui pourrait s'apparenter à l'histoire des idées, on peut aussi réunir toutes ces entreprises sous une rubrique relativement cohérente, notamment à travers le penchant qu'a l'histoire des idées, qu'a ce type de démarche, qu'ont ces démarches pour l'idée de crise à l'intérieur de l'histoire, l'idée de basculement, qui peut prendre diverses formes, mais qu'on retrouve aussi bien chez Hazard que chez Foucault, pourtant vifs adversaires. L'idée qu'il existe des nœuds à l'intérieur de l'histoire qui peuvent se nouer à différentes périodes, à différents moments. Ce sont la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. C'est aussi la fin du XVIIIe siècle souvent. C'est encore la fin du XIXe et du XXe siècle, avec la genèse des totalitarismes notamment, à laquelle l'histoire des idées a souvent conduit. Je te laisse la parole. Alors, cet intérêt dont parlait Alexandre de l'histoire des idées pour les grands récits entraînait naturellement, de la part de cette discipline, une approche pluridisciplinaire. Il s'agissait en effet souvent de décrire des phénomènes qui, par leur ampleur, ont eu des résonances tant en philosophie qu'en littérature, dans la pensée religieuse, que parfois dans les institutions politiques. Et de fait, pendant longtemps, on a adressé à l'histoire des idées 2 reproches, au fond, opposés l'un à l'autre. Le premier reproche consistait à voir dans l'histoire des idées une sorte d'histoire intellectuelle faite par et pour des littéraires. On visait alors ces histoires de l'idée de nature, histoires de l'idée de bonheur, par exemple, écrites souvent par des historiens de la littérature dans la première moitié du XXe siècle. Soit on pouvait aussi adresser un reproche en fait inverse, mais symétrique de celui-là. On condamnait sous le terme d'histoire des idées une histoire au fond, une sorte d'histoire culturelle excessivement philosophique. Et l'on visait alors dans ce cas ce qu'un Victor Cousin, qui est l'inventeur de l'expression en France, ou un Paul Hazard proposait, à savoir des grandes histoires de la raison, où l'on constate, selon le mot de Paul Hazard dans sa préface de la crise de la conscience européenne, que ce sont les forces intellectuelles et morales, non les forces matérielles, qui dirigent et qui commandent la vie. Dans ces conditions, il n'est pas très étonnant que les historiens des idées du milieu et de la seconde moitié du XXe siècle, lorsqu'ils ont tâché de donner à cette discipline un contenu méthodologique plus affirmé, mieux défini, et chercher à la théoriser d'emblée comme une méthode pluridisciplinaire. Je pense par exemple à ce qu'a essayé de faire Arthur Lovejoy, ou Leo Spitzer, ou Isaiah Berlin, dont on reparlera dans les jours qui viennent. Au lieu d'hésiter constamment entre les méthodes de l'histoire de la philosophie et celles de la critique littéraire, ou d'en proposer une sorte de syncrétisme maladroit, un certain nombre d'historiens des idées ont cherché à mettre au point les méthodes appropriées à l'analyse de phénomènes interdisciplinaires, ainsi que les catégories conceptuelles adaptées à cette tâche, à commencer par une définition plus précise, si cela est possible, de cette notion d'idée, qui semble si floue ou si confuse au premier abord. Il s'agira, au cours de ces 3 journées, de mieux circonscrire toutes ces questions, tous ces problèmes, grâce à des spécialistes qui viennent de tous horizons, de la philosophie comme de la littérature ou de l'histoire.
Et quel meilleur cadre pour cela que le double patronage des chaires d'histoire de la philosophie médiévale d'une part et de littérature française moderne et contemporaine d'autre part. Nous tenons donc, pour terminer ce bref mot d'introduction, à remercier vivement Alain de Libera et Antoine Compagnon pour leur aide et la confiance qu'ils nous ont faite. Et je signale aussi, pour terminer, que pour ceux qui découvriraient ou seraient intéressés par les auteurs dont nous allons parler pendant ces 3 jours, que la librairie Vrin, place de la Sorbonne, a confectionné une vitrine superbe pour nous, avec tous les livres parfois rares ou difficiles à trouver, de Lovejoy, Spitzer, bien d'autres. Voilà. Sur ce, je laisse à présent la parole à Claudine Tiercelin.